Bonsoir, bienvenue. Merci de nous rejoindre pour notre deuxième live de l'année pour le concours Tremplin 1 qui s'adresse au Bac+2, qui aura donc comme sujet la note de synthèse. C'est donc Mathieu qui va vous présenter ça. Juste quelques petites infos d'abord. Les inscriptions, n'oubliez pas de vous inscrire. Dès qu'on est inscrit, c'est toujours plus facile de travailler et de commencer à s'y mettre. Et n'oubliez pas que la clôture est au mois de mars, le 23 mars cette année. Vous avez aussi une nouvelle info qui est le prochain live qui sera un live où vous pourrez avoir la correction de votre copie avec un sujet inédit qui vient d'être mis en ligne. Je vous le montre, vous pouvez le retrouver dans la partie Hub se préparer et vous pouvez donc le faire, c'est un sujet inédit et vous verrez la correction dans un mois pile, le 7 mars, en ligne. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à partager ce live avec vos amis, plus ça peut servir à plein de monde, mieux c'est. Et n'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions. Je vous remercie. À tout à l'heure. Bonjour à tous, donc on est ensemble pour un petit moment afin que je vous présente ce qu'il faut savoir et déjà quelques astuces j'espère pour la note de synthèse au concours Tremplin 1. Donc je vais m'adresser à vous à la fois pour vous présenter les attendus officiels de ce concours, mais aussi déjà vous mettre j'espère un peu le pied à l'étrier, de façon à ce que vous puissiez commencer de vous entraîner à la maison par vous-même, avec les annales, avec les livres ou entre vous. Alors, on n'oubliera pas les prochains lives, je pense que vous étiez déjà au courant. Vous savez que tout un tas d'informations se trouvent sur le site de Ecricom, hein, le lien vient de s'afficher sur votre page. Je vais moi-même m'en servir au sens où je vais vous présenter une des annales qui se trouve sur ce site, mais vous retrouverez une partie des conseils que je vais vous donner, d'autres encore, et vous aurez aussi la possibilité de revoir quelques éléments de cette vidéo, ou la vidéo en totalité, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de façon à avoir tous les documents sous la main à chaque fois que vous en avez besoin. On vous a parlé tout à l'heure de la correction des copies de notes de synthèse, donc ce sera le 7 mars. Ne manquez pas ce prochain rendez-vous. Alors c'est parti pour la présentation d'aujourd'hui. Je vous redis donc la possibilité de vous entraîner bientôt sur le sujet inédit. Charlotte vous en a parlé un petit peu tout à l'heure. Connectez-vous dès que vous en avez la possibilité pour retrouver cet entraînement inédit. Alors comment se présente l'épreuve de notes de synthèse? En fait, elle comporte un titre unique, mais elle comporte deux exercices. Le premier qu'on appelle à proprement parler synthèse, le second qui se nomme réflexion argumentée, l'ensemble de cela s'appelant note de synthèse et constituant au total une épreuve de 3 heures. Vous avez bien entendu la possibilité de gérer ces 3 heures comme vous le voulez. Donc si vous vous apercevez que vous êtes plus rapide pour la synthèse et que vous pouvez la faire, je dis ça idéalement en 1h30, eh bien il vous restera 1h30 pour faire la réflexion argumentée. S'il vous faut un petit peu plus de temps pour la synthèse, vous pouvez prendre 2 heures, 2h10. Il faudra faire attention à garder assez de temps pour la fin. Mais dans tous les cas, votre enveloppe de 3 heures, c'est vous qui la gérez comme vous l'entendez. Alors, à la fin, il faut quand même savoir que la note de synthèse comportant ces deux épreuves sera partagée en termes de barème à 60% pour la synthèse elle-même et à 40% pour la réflexion argumentée. Ce qui vous donne aussi un peu une idée du temps tel qu'on peut le répartir idéalement, c'est-à-dire grosso modo plutôt 2 heures pour la première épreuve et plutôt 1 heure pour la dernière. Mais encore une fois, c'est à vous de manœuvrer ce temps d'examen de façon à être le mieux placé possible.
Alors on va bien sûr commencer par la synthèse, donc ce sera en principe ce qui vous prendra le plus de temps le jour du concours. Et vous pourrez d'ailleurs voir sur les annales que vous trouverez sur le site d'Ecricom, il y en a pas mal, hein, vous pouvez en trouver de plus anciennes encore ici ou là. Il y a une relative constance dans ce concours, c'est-à-dire que quand vous prenez les annales du tout début de ce concours dans les années 2000 et les toutes dernières, eh bien vous verrez qu'on a à peu près des textes de la même exigence, dans le même nombre, dans le même format. Ce qui veut dire que vous avez à disposition vraiment énormément d'annales pour vous entraîner sans vous dire « Ah oui, mais le concours a peut-être changé, peut-être ce n'est plus actualisé ». Si le concours connaît une certaine constance, donc n'hésitez pas à prendre même d'anciennes annales, elles vous serviront beaucoup. Alors ce qu'on vous demande, c'est à partir, selon les années, de 3 ou 4 textes, de composer une synthèse qui va, dans les faits, ressembler à la synthèse la plus académique possible, c'est-à-dire comporter une introduction qui sera organisée autour d'une problématique, un développement en 2 ou 3 parties comportant chacune elle-même des sous-parties, donc en cela ça ressemble à une dissertation, et enfin bien sûr une conclusion. De ce point de vue-là, cette synthèse se distingue d'un certain nombre d'autres exercices, qu'on les appelle encore synthèse ou qu'on les appelle contraction. Ici, il y aura une présentation relativement académique, dont je vous montrerai un résultat tout à l'heure. On vous demandera aussi pour cette synthèse, là encore à la différence d'autres concours, d'autres examens, de donner un titre qui pourra prendre la forme que vous souhaitez, question, groupe nominal, etc. Éventuellement jeu de mots, vous y avez le droit. Il faudra évidemment suivre une problématique justifiée, ce sera peut-être une des choses les plus difficiles, à savoir comment mettre en place une question qui soit vraiment motrice et qui vous serve, je vais vous en reparler. Et attention, pour ce concours-là en particulier, vous aurez à compter le nombre exact de mots selon la définition du mot qui vous sera donnée en consigne. Bon, intuitivement, c'est le mot tel que vous le connaissez, mais on considérera aussi par exemple qu'un article est bien un mot, donc il n'y aura pas des mots courts qui ne comptent pas et des mots longs qui comptent, il y aura tous les mots possibles à compter et vous verrez qu'en vous entraînant, le nombre maximal de mots possibles est vite atteint. Enfin, l'orthographe et l'expression évidemment comptent. Alors, les consignes officielles sont très claires là-dessus, on va le détailler, mais il y a un barème de points fautes, de sorte que vous aurez à consacrer un temps non négligeable à la relecture dans le cas où vous feriez au fur et à mesure de votre rédaction quelques fautes. Ceci en vérité vaut pour tous les concours où il y a de la rédaction, mais en particulier pour Tremplin 1, il y a un barème qui reste tout à fait explicite sur ce point, donc vous ne pouvez pas miser sur globalement les correcteurs sont souples, non, il y a un barème qui peut rappeler celui des dictées. Alors, si je prends l'ensemble de ces consignes et que j'essaie de les synthétiser pour voir quelles sont les difficultés principales, j'aurais tendance à les présenter comme ceci, en les résumant principalement à 3. Alors, le premier ennemi, ça va être la gestion du temps. Ce qui peut paraître un truisme, mais qui en vérité va être d'autant plus sensible dans certains concours que dans d'autres, sachant encore une fois ici que vous avez 3 heures, et que ces 3 heures, vous en disposez exactement comme vous le souhaitez, mais vous allez voir que 3 heures pour lire 3 à 4 textes qui sont longs et denses, en dégager les idées principales, en faire un plan, rédiger, relire, puis enchaîner sur la réflexion argumentée, c'est très court, de sorte qu'il y a des copies très nettement qui sont présentées de façon inachevée, ou en tout cas dont on sent très clairement qu'elles ont été terminées dans la précipitation. Et donc, il va falloir que vous vous organisiez à la fois en amont du concours pour apprendre à être plus rapide, apprendre à ne pas négliger et cultiver surtout les bons réflexes. Et puis pendant le concours lui-même, en ayant notamment tenu compte du partage 60%, 40% de la note, mais aussi de vos propres talents. Si vous découvrez que vous allez plus vite sur la synthèse que la réflexion argumentée, ce sera à vous, au fur et à mesure, de trouver le timing idéal pour avancer correctement. Donc finalement, cette difficulté peut être dépassée par de l'entraînement et par de bonnes habitudes. Deuxième difficulté, l'expression. Alors là aussi, cela peut paraître évident, mais on trouve dans ces épreuves-là un grand nombre de copies qui sont très approximatives lorsqu'il s'agit de restituer l'essentiel des textes,
Et vous devinez bien que si vous avez une restitution des textes qui est approximative, eh bien, le correcteur, n'importe quel membre du jury, considérera que vous n'avez pas vraiment restitué le texte. Résumer approximativement n'est pas résumé. De sorte que vous devrez être très attentif à l'emploi de vos termes. Autant il faudrait dire que dans n'importe quelle situation d'expression, mais plus encore lorsqu'il s'agit de rédiger de façon économique, puisque le nombre de mots est relativement limité. Quand vous mettrez à plat le nombre de mots que représente la synthèse elle-même, vous verrez qu'on est sur, grosso modo, un recto verso. C'est-à-dire qu'il faut ramener, et de façon organisée, et de façon précise, le contenu à peu près de 7-8 pages très denses, en un recto verso, ce qui n'est pas facile du tout. Enfin, la troisième difficulté, en tout cas pour les candidats la plupart du temps, c'est la nature des textes. Tremplin 1 se distingue absolument de beaucoup d'autres concours concurrents, en cela que les textes sont choisis pour leur densité. Vous pouvez dans d'autres concours avoir un texte difficile qui va être entouré de pas mal d'autres textes plus faciles. Là, c'est un choix d'Écricom. Les textes sont tous choisis pour leur densité, ce qui fait que eh bien, vous n'aurez pas dans ce concours des textes un peu rassurants de type journalistique ou des textes, disons, d'une sociologie relativement accessible, mais vous aurez plutôt des textes écrits par des économistes, des sociologues, des politologues, des philosophes, et cela sur au moins une voire 2 décennies de ce concours, puisque l'annale qu'on va prendre comme exemple tout à l'heure date de 2008, donc elle a tout juste 10 ans, et vous allez voir que ce sont des extraits de philosophes et de sociologues. Donc ce sont des textes qui peuvent en rebuter certains, et qui pourtant sont des textes parfaits pour la synthèse, donc ça peut aussi être très rassurant d'un autre point de vue. Il n'y a qu'une solution, et je vous l'ai mise dans ma diapositive, c'est de vous entraîner, si ce n'est pas le cas, à lire des textes auxquels vous êtes peu habitué. Si vous êtes déjà dans des cursus de sciences humaines, c'est pas difficile. Mais pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans des cursus plutôt d'économie, gestion, BTS, etc. Et il arrive fréquemment que vous ayez un peu abandonné, entre guillemets, ou par la force des choses, que vous ayez été confronté à des textes qui ne sont plus tout à fait de cette nature. Donc un conseil tout simple, c'est élargissez un petit peu dans la dizaine de semaines qui vous reste, élargissez vos horizons de lecture en allant du côté où vous n'allez plus naturellement. Donc c'est-à-dire, n'hésitez pas à cultiver des lectures de sciences humaines, il y a des revues très bien faites là-dessus, à lire ici ou là quelques textes de philosophes, à regarder des ouvrages de sciences politiques, parce que c'est très exactement de ces sources-là qu'on ira extraire les textes auxquels on vous soumettra. Alors on va le voir sur un exemple concret. C'est le sujet qui a été donné à vos camarades d'il y a une dizaine d'années, mais vous pourrez prendre l'annale de 2017, vous verrez, elle était tout à fait du même ordre. Alors chaque année, on vous rappelle en début d'épreuve la composition de l'exercice, donc vous le lirez par vous-même, vous l'aurez déjà lu. Et on vous rappelle qu'il y a 2 exercices, donc à peu près tout ce que je viens de vous présenter, avec évidemment le rappel des barèmes de points faute, j'en reparlerai tout à l'heure, ainsi que du nombre maximal de mots. Pour information, on vous rappelle aussi comment compter le nombre de mots. En 2008, la barrière était de 550 mots. À vérifier évidemment au début de l'épreuve, vous n'êtes pas à l'abri d'un petit changement auquel Écricom a parfaitement droit. Par exemple, en 2008, pour la réflexion argumentée, c'était 120 mots maximum. En 2017, c'était de 120 à 150 mots maximum. Donc il peut y avoir quelques nouveautés comme ça. Je vois que l'un des futurs candidats me demande si j'ai déjà des idées sur les auteurs qui pourraient être soumis à votre lecture lors du concours. Absolument aucune. Je peux juste vous dire que ce seront des auteurs de qualité, parce que tous les auteurs qui sont choisis pour ces sujets-là sont des auteurs de qualité, donc plutôt des philosophes, plutôt des sociologues, plutôt des économistes, dans des textes qui en principe ne comportent aucun mot tel que vous ne les comprendriez pas, donc c'est pas la difficulté du vocabulaire, mais c'est plutôt votre aptitude à comprendre des raisonnements un peu plus compliqués que dans la vie courante. On va en prendre un extrait tout de suite.
Si la question, alors je voudrais être sûr de bien la saisir, comporte des idées d'auteur pour des lectures qui précéderaient le concours, moi j'aurais plutôt des idées de revues un peu généralistes où vous auriez des auteurs assez variés. J'aime bien par exemple la revue Sciences Humaines parce que elle est à peu près dans les auteurs et le style de texte que vous pouvez avoir. J'aime bien le style et les auteurs du monde des idées avec les recensions des ouvrages notamment qui correspondent à peu près à cela. Et j'aurais tendance aussi à vous conseiller éventuellement des manuels, même de terminale, qui peuvent être très bien faits, de philosophie, où vous aurez quelques textes. Voilà pour les sources possibles pour ce genre de texte-là. Alors, on va prendre juste un extrait donc, de ce sujet. Je le fais défiler rapidement pour que vous voyez à peu près la taille qu'il revêt. Donc là, on avait au total 3 textes de mémoire. Voilà, 3 textes assez longs avec voilà, pardon, avec des auteurs dont vous aurez sans doute entendu parler, ne serait-ce que par le cours de philosophie ou le cours de sciences sociales, par exemple. Par exemple, le texte de John Rawls, donc, qui est un philosophe qui a surtout écrit dans les années 60, 70 et 80, donc à la croisée de l'économie, des sciences sociales et de la philosophie. L'autre auteur, c'était Nozick, pardon, qui était un autre philosophe, sociologue, pareil, à la croisée de différentes sciences sociales, que vous aurez peut-être là aussi vu évoquer ici ou là. Et puis le troisième texte, je le fais défiler maintenant. Voilà, un extrait de Hayek, donc là clairement un texte d'économie, qui peut être avantagé ceux qui sont dans des cursus d'économie ou de gestion, mais que vous n'étiez pas obligé de connaître en tant que tel. En tout cas, ce sont de grands auteurs à chaque fois, pour des textes qui peuvent venir de différentes époques, donc être écrits avec des styles un peu différents. Là, on avait 3 textes du XXe siècle, mais on a vu des annales où il y avait des textes qui remontaient même au XVIIIe siècle. Je pense à une annale de 2005 ou 2006 par là, où il y avait des textes de Rousseau, de Kant. Donc de ce point de vue-là, attendez-vous à des choses assez diverses. On va regarder ensemble le premier texte, juste pour se rendre compte du style d'écriture auquel le jury est attaché. Je profite juste avant de faire ça de la question qui vient de m'être posée. La note de synthèse se rapproche-t-elle d'une épreuve de BTS? Alors il faudrait qu'on soit sûr de parler du même BTS, parce que vous aurez en BTS des épreuves qui en effet sont proches, où il y a plusieurs textes et où il s'agit bien de faire une synthèse à partir de plusieurs textes, mais vous avez des BTS aussi où on travaille la contraction, où il s'agit de partir d'un long texte et d'en faire une annale, pardon, excusez-moi, une présentation texte par texte. Là, c'est pas du tout le cas. Il faut bien les combiner, c'est-à-dire, grosso modo, mettre, je le dis approximativement, mettre les 3 textes à l'intérieur de chaque partie. Donc ça n'est certainement pas de la contraction. Si dans certains BTS vous avez des épreuves de contraction, ce n'est pas ça. Simplement, si vous avez des épreuves de contraction dans les BTS, sachez simplement que d'apprendre à synthétiser un texte va déjà vous donner des atouts pour synthétiser plusieurs textes, mais vous aurez à les recombiner. Lisons le début du texte 1, s'il vous plaît. Alors, on a souvent souligné que la fragmentation des tâches, la routine et la spécificité détaillée de l'activité qui laisse peu de place à l'exercice de l'initiative indépendante ne sont pas des problèmes spécifiques au mode de production capitaliste. Cela semble aller de pair avec les sociétés industrielles. Comment le capitalisme répond et pourrait répondre au désir des travailleurs d'avoir un travail constructif? Alors, je m'arrête là pour la lecture. La seule chose que je veux que vous ayez à l'esprit, c'est que aucun mot très compliqué ici dans ce texte, mais une difficulté qui est de comprendre des phrases relativement longues
et qui n'hésitent pas à épouser des problématiques elles-mêmes complexes. Ce qui veut dire que vous aurez tout intérêt à lire des textes en aval de ce concours si vous n'y êtes plus habitué. La dernière chose à faire, ce serait de découvrir le type de texte auquel on peut vous soumettre si vous voulez avoir les meilleures chances de réussir cette épreuve. Donc j'itère mes conseils de tout à l'heure sur la lecture en amont. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ces textes-là et qu'on n'a que 2 heures pour arriver à la synthèse voulue? Alors ce sera l'objet de mon premier conseil. Premier conseil, donc, je vous recommande de faire une lecture extrêmement rapide des 3 ou 4 textes qui vous sont proposés, au sens où même s'ils vous sont donnés dans un ordre qui est imposé, texte 1, 2, 3, 4, eh bien vous aurez peut-être intérêt à effectuer dès les 3 ou 4 premières minutes un regroupement qui n'est pas celui qui vous est proposé. Il peut arriver par exemple, qu'en vous servant des titres des textes, ou en vous servant des intertitres, ou même des titres des livres desquels sont tirés ces textes, que vous vous aperceviez assez vite que le premier texte va très bien avec le troisième, que le deuxième va très bien avec le quatrième, ou au contraire qu'on peut garder l'ordre qui vous a été proposé. Alors l'intérêt, c'est que si vous lisez ensuite ces textes selon un ordre que vous avez vous-même recomposé, et encore une fois vous pouvez vous en rendre compte très vite au moment de la lecture de ce dossier, eh bien vous gagnerez du temps. Et ça va être un des objectifs, c'est-à-dire que si le texte 1 est vraiment complémentaire du texte 3, par exemple, eh bien de les traiter dans cet ordre, 1, 3, puis 2, 4, vous permettra d'avoir des idées plus précises et surtout d'aller plus vite et d'être moins fatigué. De sorte que mon conseil sera non pas de lire chaque texte d'abord patiemment pour à la fin peut-être avoir globalement toutes les idées sur l'ensemble de ces textes, mais plutôt de faire des lectures de plus en plus approfondies. Donc j'aurais tendance à vous dire, faites d'abord une première lecture que j'ai qualifiée dans la diapositive de débroussaillage, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux déjà comprendre, quel va être le thème global du dossier, et quels textes vont plutôt a priori bien ensemble, même si ce n'est pas encore très précis. Ça peut ne vous prendre que 5 minutes. Puis dans un deuxième temps, de vous dire, eh bien je lis selon l'ordre que j'ai reconnu ou pensé logique dans ce travail-là, et à partir de là, commencer à relever les textes que l'on va regarder maintenant. De sorte que j'aurais tendance à dire que 3 lectures suffiront. Une première lecture très rapide, une deuxième beaucoup plus approfondie, selon l'ordre que vous aurez vous-même déterminé, et puis une troisième où vous préciserez les idées que vous avez déjà dégagées, et tel sera le but selon moi de ces 3 lectures, et je pense qu'elles sont suffisantes, c'est-à-dire de parvenir à des rubriques essentielles ou à des idées clés. Alors comment s'y prend-on? Eh bien, c'est le moment où chacun peut sortir ses stylos, sa règle, ses crayons de couleur, ses surligneurs, enfin tout ce qui vous est familier, tout ce qui vous est habituel, tout ce qui selon vous est extrêmement parlant, et vous aurez tout intérêt à barioler les textes de couleur autant qu'il le faut pour que ce soit clair. Alors c'est la bonne nouvelle, c'est le versant de la difficulté de ces textes. Ils sont durs, mais ils sont très bien écrits. Ce qui veut dire que vous pouvez tout à fait considérer que si les auteurs distinguent des paragraphes, c'est que grosso modo, chaque paragraphe a une finalité tout à fait claire. Souvent, elle consiste en premier lieu à mettre en place une idée importante pour, dans le paragraphe suivant, l'illustrer, la compléter par une autre idée, ou la mettre en relation avec une idée distincte, voire contraire, ce qui permet en effet de ramener les textes, grosso modo, à 1, 2, ou vraiment s'ils sont très longs, 3 idées principales. Ça pourrait être votre objectif, et ce que je vous recommande, comme vous le voyez sur la diapositive que je vous ai mise ici, c'est de souligner ou de surligner certains éléments qui vous paraissent importants. Éventuellement, j'ai pu voir ici ou là des candidats qui, dans ce concours ou dans d'autres, aimaient bien faire des accolades sur le côté d'un texte et mettre l'idée principale avec leurs propres mots. Pour certains, c'était plus facile
de trouver comme ça l'idée principale, mais dans tous les cas, vous devrez être régi par un principe d'économie, à savoir retenir le moins possible de choses d'un texte. Vous voyez par exemple que dans la page que je vous ai mise ici, on a grosso modo une vingtaine de lignes, j'en retiens à peu près 5 ou 6. Et encore, pour la présentation de ce live, on vous a un peu réduit. Vous voyez qu'il y a les 3 petits points qui débutent ici. Donc là, en fait, dites-vous que j'avais une page complète de 35-40 lignes et je n'ai retenu qu'une phrase. Si vous tombez sur la phrase qui dit l'ensemble du texte, c'est très bien. Ne vous dites pas, oula, je prends une phrase sur 30, ça prouve bien que j'ai dû laisser passer trop de choses. Non, ça prouve surtout que vous avez un bon esprit de synthèse. Un petit truc pour vous apprendre à sélectionner ce qui est essentiel. Si quelque chose est essentiel, ça veut dire que ça appelle à lui tout le reste. De sorte que si vous surlignez une phrase ou si vous mettez sur le bord de la page l'idée avec vos mots qui vous paraît importante, eh bien en relisant l'ensemble du texte, par exemple durant la 3e lecture, vous pourrez voir que toutes les autres idées s'insèrent dans l'idée que vous aurez distinguée. L'un d'entre vous me demande si on a un problème de temps, si on est pris par la montre et que on voit qu'on n'aura pas le temps de finir, est-ce qu'il importe de sauter quelques parties des textes ou voir un texte entier? Alors un texte entier c'est absolument impossible. Quelques parties des textes ça me semble quand même assez difficile parce que si vous faites les 3 lectures que je vous propose, la première elle vous prend 5 minutes, la deuxième grosso modo elle va vous prendre entre 35 et 40 minutes. Et la 3e, ce sera plutôt une lecture de vérification, puisque vous aurez déjà relevé les idées importantes. Moi, je pense qu'elle ne vous prendra pas plus d'une vingtaine de minutes. Vous n'êtes pas obligé à cette gestion du temps, mais globalement, c'est pas sur la lecture des textes que vous devez chercher à gagner du temps. Si vous lisez les textes de façon très efficace, vous ne serez pas pris par le temps. Il y a des concours où on est obligé d'avoir des stratégies pour ne pas tout lire, parce que c'est fait pour ne pas être lu entièrement. Dans ce concours, c'est fait pour être lu entièrement et au moins 2 fois, plus la lecture très rapide du début. Telle serait la gestion du temps que je vous proposerais. Première lecture 5 minutes, deuxième lecture autour de 35 minutes, troisième lecture autour de 20 minutes, de sorte que, idéalement, et j'en arrive à mes diapositives suivantes, eh bien vous arrivez, c'est mon conseil numéro 3, vous en arrivez à une liste des idées clés ou des rubriques. Alors, dans un premier temps, c'est tout à fait normal, vous les aurez pour chaque texte, et c'est comme ça que je vous les ai mises dans les diapositives. C'est-à-dire que même si vous avez eu l'intelligence de voir, par exemple, que le texte 1 va bien avec le texte 3 et que le texte 2 est tout seul ou va bien avec le texte 4, s'il y a 4 textes, il est normal que toutes vos idées du texte 1 soient d'abord présentées par rapport au seul texte 1. Et voilà à quoi on peut arriver. Donc je vous montre ça uniquement pour le texte 1, qui fait 2 pleines pages bien denses. Eh bien, chez moi, ça représente... Alors, dans la diapositive, on vous a mis ça en très grand, mais une fois rédigé, ça représenterait, je sais pas, peut-être un quart de page, et ça voudrait dire que j'aurais réduit le texte d'à peu près une quinzaine de fois. Première idée, on fait souvent la critique de la division du travail, qui assure cependant le plus souvent une plus grande productivité. Ça représente une idée principale du texte 1, exprimée avec mes mots à moi, et ce qui veut dire que vous n'êtes pas vraiment censé citer les textes. C'est-à-dire, vous pouvez surligner, évidemment, dans ce cas-là, vous êtes le plus près possible du texte, mais il y a un moment, de toute façon, il faudra reformuler. Donc, certains préfèrent le faire dès la deuxième lecture, mettre sur une accolade, sur le bord du texte, leur formulation à eux. D'autres préfèrent attendre une troisième lecture ou la mise en place du plan. Il n'y a pas de règle, c'est à vous de le sentir. Et moi, ce que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est de ne pas trop tarder à le faire parce que le jury n'aimerait pas que vous passiez votre temps à faire du copier-coller de morceaux de texte, fussent-ils représentatifs du texte. Vous avez le droit de citer très modestement, donc faire ici ou là des propositions de bouts de texte, vraiment des expressions qui soient tout à fait représentatives, mais ça peut être un groupe nominal, jamais tout un bloc de texte, évitez cela. Alors, je vous ai fait ça pour les 3 textes.
je vous montre juste à quoi ça ressemble. Donc texte 2, texte 3, là on n'avait que 3 textes. Vous vous retrouvez donc idéalement avec votre liste d'idées clés. Donc grosso modo, ça peut être une idée clé, ça peut être 3 idées clés. Et vous pouvez tout à fait avoir la même idée clé qui revient dans 2 textes. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur l'avantage d'avoir proposé d'emblée un premier regroupement des textes. Donc je vous recommande d'arriver à ce résultat. Ce résultat, soit vous l'avez fait au terme de la 3e lecture, soit vous faites vos reformulations à la fin de la 3e lecture, ce qui fait que grosso modo vous êtes arrivé à ça au bout de 1h05, 1h10 à peu près. Alors c'est une course contre la montre parce qu'il vous reste environ 50 minutes pour arriver au plan. Alors je vois une question tout à fait pragmatique, mais qui a tout son intérêt. Avez-vous droit au brouillon le jour du concours? Bien sûr, parce que c'est le genre d'épreuve auquel on ne peut pas se confronter sans brouillon. Ça change évidemment des épreuves de tests psychotechniques où vous n'avez que la feuille d'exercice pour vous entraîner. Là, évidemment, vous avez du brouillon, on ne pourrait pas s'en sortir sinon. Mon 4e conseil, vous vous en doutiez un peu, c'est d'arriver au plan, alors qui n'est plus un grand problème dès lors que vous avez fait un travail tout à fait précis de repérage des idées principales. L'art du plan, ici, que vous arriviez à un plan en 2 ou 3 parties, ça n'a aucune importance. L'art du plan, c'est de bien combiner vos idées principales. Alors, ce qui veut dire que vos idées clés, vos rubriques, vos idées principales, il ne faut pas qu'elles soient trop nombreuses. Si vous avez manqué de synthèse et que vous en avez 10 par texte, vous êtes incapable de faire un plan. Si vous n'en avez qu'une par texte, ça risque d'être compliqué, parce que les textes sont plutôt assez denses et on s'attend plutôt à au moins 2 parties avec 2-3 sous-parties, voire 3 parties avec à chaque fois 2, 3, éventuellement 4 sous-parties. Donc grosso modo, l'idéal c'est d'arriver à une dizaine d'idées clés pour faire un plan qui ressemble à quelque chose, un petit peu moins, un petit peu plus, mais ne vous retrouvez pas avec 3 idées clés ou avec 40 idées clés, ça ne marchera pas. Et c'est ici qu'il vous faudra dégager une problématique et un plan qui soit logique. Alors, pas de surprise, ce plan ressemblera largement à soit des synthèses que vous auriez déjà faites, soit à des dissertations que vous auriez faites quand vous étiez par exemple en terminale ou dans le début de votre cycle universitaire. De sorte que le plan auquel on pouvait aboutir par exemple pour cette annale-là ressemble à ceci. Quelle organisation du travail permet à une société d'être juste? Je précise que la problématique n'est pas donnée par les textes, c'est à vous, par la synthèse, d'élaborer cette problématique, puis de proposer des parties. Je vous conseillerais plutôt de faire des phrases pour vos titres, c'est toujours plus clair. La justice est définie par l'utilité, mais cette utilité doit être pensée socialement. Et ensuite, d'avoir les rubriques que vous aurez réagencées selon un ordre logique. Alors, il n'y a ni plan totalement attendu, ni ordre imposé par un quelconque classicisme. Vous avez le droit à tous les plans possibles du moment qu'ils sont logiques et qu'ils vous permettent de restituer la totalité des idées clés. Donc, je vous conseille d'avoir les idées assez larges, mais de vous dire que si une question se pose, c'est qu'il y a forcément des alternatives, de sorte qu'il vous faudra des parties qui soient suffisamment distinctes, c'est le cas ici, donc un plan que j'ai voulu en l'occurrence en 2 parties, mais ça peut être en 3 dans d'autres sujets, et même pour ce sujet, sans doute était-il possible de proposer un plan en 3 parties, il n'y a pas d'obligation de ce point de vue-là. Et dans tous les cas, je vous conseille de vous intéresser à l'ordre à la fois externe des parties, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les parties soient substituables, et puis deuxièmement, de vérifier que l'ordre interne des parties fonctionne. Il arrive trop souvent que les candidats mettent un peu pêle-mêle à l'intérieur des parties ce qu'ils estiment pouvoir s'y trouver, en se disant pas que des paragraphes s'enchaînent et qu'il faut que les paragraphes aient des liens logiques entre eux. N'oubliez pas les fameux connecteurs logiques, si bien que, il en résulte que, c'est pourquoi, parce que, tout ceci sert de transition entre vos sous-parties. Évitez de grâce le fameux par ailleurs, tout aussi mal utilisé ici que le également, le encore, etc., qui signalent bien plus que vous n'avez pas de transition qu'elles ne servent à faire des transitions.
L'un d'entre vous, alors plus exactement l'une d'entre vous, Lou, demande si on peut écrire le plan sur la feuille que l'on rend aux examinateurs. Non, le plan n'est pas visible. Vous rédigez ça sans plan apparent, par différence avec d'autres concours. Et quand bien même vous seriez en retard, vous devez rédiger vite, mais non pas proposer un plan. Ce serait considéré comme un non-respect des consignes. Donc pas de plan apparent, mais s'il vous plaît, n'oubliez pas le titre. Et alors, je n'ai pas ici présenté, si pardon, il est un peu plus loin. Alors, juste avant de vous montrer ce que ça donne à la fin, mon 4e conseil, il répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais j'y tiens beaucoup, ce sera une des meilleures manières d'éviter les drames, c'est de lire beaucoup toute l'année. Alors pour vous, dans la dizaine de semaines qu'il vous reste pour vous entraîner. Et puis, à partir de ces lectures, de vous entraîner à faire non seulement des synthèses à partir de un texte, 2 textes, 3 textes, et ensuite de faire des plans. Les annales sont là pour vous aider. Le sujet dont Charlotte vous parlait tout à l'heure est là pour vous aider avec le prochain live de correction. Il y a tout un tas d'autres façons, évidemment, de progresser. Alors à quoi ça ressemble à la fin? On va peut-être pas lire ça dans le détail, mais c'est juste pour vous montrer concrètement comment ça se présente du point de vue formel. Eh bien, on a bien le titre. Donc, moi, je l'ai présenté sous forme d'une opposition, le travail et son utilité sociale. Vous pouvez mettre un titre sous forme de question, vous pouvez faire un jeu de mots. Je vous déconseille en revanche de mettre la problématique que vous mettez en introduction sous forme de titre. Vous n'aurez pas de points dans ce cas-là, parce qu'on considérera que c'est pas vraiment un titre. Le titre doit être différent d'une phrase qui se trouve en introduction. Dans l'introduction, on a bien une présentation du thème, une mise en place des définitions importantes, comme dans toutes les dissertations classiques, une problématique qui est présentée ici sous forme de 2 questions. Alors, c'est un peu petit, mais je vais arriver à lire. Quel est le sens véritable de cette notion? Quelle organisation du travail permet à une société d'être juste? Et ensuite, une annonce de plan. Mon plan ici étant en 2 parties. Alors, je vous rappelle des choses élémentaires, mais on voit ici ou là dans des concours des choses qui ne sont pas toujours évidentes. Chaque sous-partie correspond à un paragraphe. Ce qui veut dire que vous le commencez par un alinéa, c'est une obligation absolue, et vous passez à la ligne pour le paragraphe suivant sans sauter de ligne. Puis, entre vos 2 parties, vous avez un élément même cours de transition, cependant les objections que soulève une telle conception, etc. Entre vos 2 parties, il y aura un saut de ligne, rebelote évidemment s'il y a une 3e partie, et de nouveau, pour chaque paragraphe, vous avez un alinéa. Je m'aperçois que l'ordinateur d'ailleurs m'a enlevé mon alinéa, mais je crois qu'il ne voudra pas me le remettre, et bien tant pis pour moi. Alors, je reviens sur mon texte, pardonnez-moi. Je réponds maintenant à une question que je fais, que j'ai laissée de côté depuis tout à l'heure. Oui, il vous faut absolument une conclusion dans la mesure où les consignes l'exigent et dans la mesure où c'est une présentation sous forme de dissertation. Elle est très courte, ça peut être 2 phrases, mais elle doit être présente. L'un d'entre vous voudrait que je revienne un petit peu sur les conseils de lecture des textes. Je vous rappelle je vous conseille en tout cas de faire 3 lectures, une très rapide de 5 minutes pour rassembler les textes qui vont bien entre eux et envisager la nature du thème. Une deuxième beaucoup plus longue, par laquelle vous allez déjà repérer les idées clés, et une troisième qui aura pour but de vérifier que vous avez été précis sur ce relevé des idées clés. Ce qui veut dire qu'à partir de la 2e lecture, vous lisez les textes en intégralité, et la 3e, ça dépendra de vous. Vous pouvez peut-être les lire un peu moins en intégralité, mais ce sera quand même une lecture qui prendra une 20aine de minutes, donc globalement, vous avez le temps. L'un d'entre vous me demande si les parties doivent être homogènes. Alors je ne suis pas sûr de comprendre ce que veut dire ce terme homogène. Peut-être que la personne, donc c'est Solène qui me demande ça, veut dire d'une taille comparable. Grosso modo oui, mais c'est pas à la ligne près, hein. Vous avez le droit de faire une partie de 10 lignes et l'autre de 15, c'est jamais un problème. En revanche, ne faites pas une partie de 4 lignes et l'autre de 25, là il y a un problème. Si par homogénéité, en revanche, vous entendez avec des arguments qui soient tous aussi forts, dans la mesure où les arguments sont issus des textes, a priori la question se pose pas tout à fait. Si vous les avez bien rassemblés, les arguments seront tous à peu près
de la même intensité. Voilà. Quant à l'homogénéité de leurs sources, j'essaie de voir les différents sens que revêt ce terme homogène. Quant à l'hétérogénéité de leurs sources, de toute façon, vous êtes censé combiner à peu près tous les textes dans la même partie. Il peut arriver qu'un texte ne figure que dans l'une de vos parties, mais vous ne pourrez pas faire une partie autour d'un seul texte. Voilà pour ces quelques remarques au sujet de la synthèse. J'en arrive maintenant à la deuxième épreuve, la réflexion argumentée. Donc, idéalement, vous la commencez au bout d'une quarantaine, au bout de la deuxième heure, donc quand commence la troisième heure. Je faisais un lapsus parce qu'elle va représenter 40% de la note. Et grosso modo, si vous consacrez un tiers du temps, et ben vous êtes à peu près là-dedans. Après, je vous ai dit, ça va dépendre un peu des expériences que vous aurez eues au fur et à mesure de vos entraînements. Alors, la réflexion argumentée, je vais revenir sur l'anal que j'avais choisi pour cette présentation, va toujours concerner un sujet du même thème que le dossier de texte. Mais attention, erreur à ne pas faire, la question qui vous est posée n'est pas la problématique du dossier. Donc surtout, ne vous dites pas j'ai une problématique dans le dossier, je vais entre guillemets ressortir le même plan, c'est pas possible. Parce que, par exemple, dans le sujet que j'ai choisi, la question était les différences de rémunération sont-elles justes? Ce n'est pas la question qui relie les trois textes, et donc ce n'était pas la problématique qu'il fallait utiliser pour le dossier de texte. Je sais, pour avoir étudié les rapports de jury, que parfois certains se servent de cette question pour la problématique de leur synthèse, ça ne marche pas. En plus, le correcteur est quand même au courant de la question de réflexion argumentée, donc ce serait un peu curieux comme tactique. Mais évitez surtout de confondre ces deux éléments. En revanche, très bonne nouvelle, les idées que vous aurez relevées dans les trois lectures, les idées clés, les rubriques que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, elles vous serviront aussi, ou en tout cas, elles peuvent vous servir pour mettre en place une réflexion argumentée. De sorte que, à la question, les différences de rémunération sont-elles justes? Eh bien, si je me reporte à la liste des idées clés telles que je vous l'ai présentées tout à l'heure, on voit qu'il y a des idées clés qui répondent à cette question. Le principe de justice, texte 2, et le principe de réparation ont pour but de construire une société plus juste. Ça peut être utilisé pour répondre à la question. De même, la troisième idée du texte 2 de John Rawls, le principe de différence réclame que l'on se serve des différences naturelles pour favoriser l'avantage de tous. C'est ainsi que l'on peut rendre juste une différence naturelle. Ces deux idées pourraient servir à répondre à cette question. Alors donc vous n'aurez pas à changer d'exercice, hein, c'est pas comme si vous pouviez vous séparer totalement de ce que vous avez fait pendant les 2 premières heures, mais vous aurez au contraire à vous servir des idées que vous aurez trouvées. Vous avez évidemment le droit d'en trouver d'autres, c'est-à-dire que elles peuvent vous servir, mais si vous avez des idées de votre culture, des exemples de votre culture qui viennent servir votre réponse, tout cela est bienvenu. Alors, vous avez vu comment ça se présente, une question relativement courte, telle que vous pourriez la trouver en sciences sociales, en économie, en philosophie, éventuellement en géopolitique. Et ce qu'on veut de vous, c'est une sorte de mini-dissertation. Alors c'est un peu surprenant, parce que ça ne doit pas excéder 150 mots, en tout cas dans le concours de l'année dernière, c'est comme ça que c'était présenté, et ça ne doit pas être en dessous de 120 mots. Il y a une petite différence de ce point de vue-là entre le concours de l'année dernière et des concours antérieurs de tremplin 1. Donc on est a priori plutôt parti sur cette échelle de mots-là maintenant. Une dissertation en 150 mots, c'est très court. Ça va représenter grosso modo une demi-page, hein, selon votre écriture. Et faire moins, ça peut signaler évidemment un manque d'inspiration, mais faire plus, ce serait évidemment une tentation. Donc c'est un exercice assez intéressant, ça ressemble un peu à un sprint alors que vous seriez habitué à faire du running. Donc je vous recommande de faire quelques entraînements évidemment avant. Première chose, on vous l'a dit depuis toujours, du temps que vous faites des dissertations, du temps que vous faites de l'histoire, de la géographie, de la philosophie, des sciences sociales, commencez par bien analyser les termes du sujet. Vous n'aurez pas ici la place de faire une introduction où vous restituez tous les termes, etc. Mais il faudra absolument que vous analysiez
le sujet dans son détail pour ne pas répondre à côté, le hors-sujet évidemment étant le critère le plus rédhibitoire pour le jury. Deuxième temps, poser un vrai problème, ça revient un petit peu au conseil de tout à l'heure déjà pour la synthèse, à savoir qu'on vous pose une question, mais il faut être capable de comprendre que cette question se pose à partir d'une contradiction. Donc, si on vous interroge sur la juste répartition des inégalités de revenus, de salaire, c'est qu'il y a des raisons immédiates de considérer que des différences de revenus sont justes et qu'il y a des raisons immédiates de considérer que des différences de revenus sont injustes. On a là une problématique relativement fréquente dans les sciences sociales, en économie ou même dans des débats politiques contemporains. Je vous donne un nouveau conseil, ou plutôt je vous montre, excusez-moi, à quoi ça ressemble in fine pour que vous ayez une idée du format auquel cela doit aboutir. Donc à la question qui était celle de cette année-là, les différences de rémunération sont-elles justes? J'ai rédigé le corrigé suivant, on est là sur 130 mots, donc exactement dans la proportion qu'on nous avait demandé, avec une introduction qui évidemment est minimaliste, hein, parce que 130 mots, on ne peut pas faire quelque chose de très important. La justice est spontanément assimilée à l'égalité, mais une société pourrait-elle fonctionner efficacement si tous recevaient la même rémunération? Vous voyez que ma manière de problématiser de façon extrêmement concise une question qui m'a été donnée, eh bien, c'est de partir d'une contradiction simple. La justice, c'est l'égalité, et en même temps, peu de sociétés se sont revendiquées de cette égalité. Et je propose un traitement en deux parties, alors qui vont être assez denses, mais vous aurez du mal à faire beaucoup plus long, hein, de toute façon. Je lis, la justice veut que chacun reçoive la même chose. C'est là l'intuition la plus spontanée, déjà visible même chez l'enfant. Appliquée au monde du travail, elle exige que tous obtiennent le même salaire. C'est là le principe d'une société parfaitement juste, sans jalousie ni vol. À l'image du paradis communiste, la justice serait alors l'égalité stricte. Donc l'idée avait été déjà suggérée par l'un des textes. J'y ai juste rajouté la référence au paradis communiste. Voilà à quoi peut ressembler ce genre d'argument. Vous pouvez bien sûr faire 3 paragraphes hein, pour constituer votre développement, mais évidemment le nombre de mots étant limité, ça fera à chaque fois de tout petits paragraphes. Je lis le deuxième. Cependant, une société ainsi conçue pourrait conduire à la démotivation du plus grand nombre. C'est donc à une définition plus précise de la justice qu'il faut recourir. Si la justice veut l'égalité, cette égalité n'est pas forcément arithmétique, mais peut aussi être proportionnelle, comme l'explique Aristote. En cela, les différences de rémunération sont justes. Idée qui avait elle-même été suggérée par le texte de Rawls. J'ai juste ajouté une parenté plus ancienne dont Rawls lui-même s'inspire, à savoir la référence à Aristote. Vous pouvez donc vous servir uniquement des textes, mais vous avez le droit, pour des exemples très rapidement exposés, de puiser évidemment dans votre culture. Donc mes derniers conseils pour vous préparer à l'ensemble de ce concours, à la fois la synthèse et la réflexion argumentée, c'est de vous entraîner en amont. Les annales, le site Écricom, mais également le sujet tout nouveau là, dont Charlotte vous parlait tout à l'heure, et qui va vous permettre de vous entraîner à la maison, sera corrigé à cette occasion-là, donc profitez-en, et puis éventuellement ici ou là, dans les écoles qui sont rattachées à Tremplin 1, vous aurez parfois aussi la possibilité de faire des entraînements. Alors, juste avant de vous rappeler de prendre une question, je vous rappelle justement quelques coordonnées utiles pour ces entraînements à faire à la maison. Consultez les annales qui sont sur le site, il y en a à peu près une demi-douzaine. Vous trouverez même parfois ici ou là de plus vieilles annales sur d'autres supports. Ensuite, n'hésitez pas à prendre le tout nouveau sujet qu'on a concocté pour vous qui se trouve en ligne, à le faire à la maison et évidemment à vous connecter pour le prochain live lorsqu'il y aura la copie et en ayant par exemple usé de la possibilité d'envoyer votre copie
à l'adresse courriel qui vous est écrite ici sur la diapositive, ecricom.tremplin@gmail.com. Et puis le 7 mars, vous aurez le droit à une correction en ligne. Donc c'est une possibilité que vous ne devrez surtout pas négliger, ça me paraît très utile. J'utilise les dernières minutes pour répondre aux questions que j'ai laissées en suspens. Alors Maureen nous demande s'il faut faire une introduction et une conclusion pour la deuxième partie, c'est-à-dire la réflexion argumentée. Vous êtes obligé de faire une petite intro, parce que sinon on ne verra pas que vous avez été capable de problématiser la question qui vous est posée. Donc vous avez vu dans mon exemple, je reviens un tout petit peu en arrière dans mes diapositives, voilà, moi j'ai une introduction de 2 lignes. En revanche, la conclusion, j'ai jamais lu que c'était une obligation, c'est pas marqué dans les consignes, et honnêtement, la conclusion a son intérêt quand le texte que vous rédigez devient long. Quand il fait 12 à 15 lignes, c'est pas comme si on avait absolument besoin de récapituler ce qui a déjà été très synthétique. Donc plutôt oui, et même très fermement oui pour l'intro, plutôt non pour la conclusion. Je réponds maintenant à la question d'Anthony, qui demande si au niveau de la méthodologie, il y a quelque chose à faire pour repérer les idées clés. Alors je suis d'accord pour les couleurs, puisque Anthony propose cette solution, comme moi-même je l'ai fait. Vous pouvez présenter ça sous forme de tableau, si ça vous aide, il n'y a pas de mauvaise manière. Là, ce sont plutôt des questions un peu pragmatiques sur ce qui convient le mieux à chacun. Je dirais que vous allez le découvrir quand vous allez vous entraîner. Si certains se contentent de leur stylo bleu et préfèrent entourer ou souligner ce qui est important, ça peut très bien marcher. Si pour d'autres, il faut qu'ils fassent des colonnes texte par texte avec des petits points, des étoiles, ça peut très bien marcher aussi. Enfin, Anthony me pose une autre question. Est-ce qu'il est possible d'avoir les étapes avec le temps nécessaire en moyenne pour chacune d'entre elles? Alors, de quoi veut-il parler? Peut-être c'est simplement de rappeler la gestion du temps que j'ai évoquée tout à l'heure. Pour la première épreuve, pour la synthèse, je vous propose une première lecture en 5 minutes, très rapide, une deuxième lecture très approfondie en 30 à 35 minutes, une troisième lecture de précision et de vérification, plutôt autour d'une vingtaine de minutes. Et ensuite, vous rédigez un plan au brouillon, ce qui vous prend autour de 15 minutes. Vous êtes à peu près à 1h20, 1h25. Vous rédigez, ça c'est un petit conseil tout simple, j'ai pas eu le temps de le dire, je le dis maintenant. Vous rédigez le début de l'intro au brouillon, c'est très utile, ça vous évite de faire une rédaction qui au départ est un peu elle-même brouillonne, donc revenez au mode rédaction au propre en rédigeant le début de l'intro au brouillon, et puis grosso modo ensuite il vous reste une trentaine de minutes pour rédiger ce qui va correspondre à un recto verso. Alors sur les 30 minutes, 25 minutes sont largement suffisantes pour bien rédiger si vous avez un peu d'entraînement, et surtout vous gardez 5 minutes pour bien vous relire. Il vous reste 1 heure pour la réflexion argumentée, analyse du sujet autour de 5 à 10 minutes, mise en place des 2 ou 3 arguments selon un ordre dont vous rédigez un plan, je dirais autour d'une quinzaine, vingtaine de minutes. Et ensuite, alors là, vous ne pouvez pas faire autrement, vous devez commencer à tout rédiger au brouillon, parce que inévitablement, vous ne tomberez pas pile sur le bon nombre de mots. Donc ce qui veut dire que vous êtes à 2h30, vous avez votre plan détaillé pour la réflexion argumentée, vous rédigez tout au brouillon, et vous allez tomber sur 160 mots ou 170. Et bien là, il faut apprendre à supprimer des mots, supprimer une phrase, et vous ne commencerez à recopier vos 15 lignes, ça va vite, hein, 15 lignes à recopier, que quand vous aurez au brouillon le bon nombre de mots. Donc concrètement, si vous êtes à 2h45 et que vous commencez à recopier au brouillon ce que vous avez rédigé, corrigé et mis au bon format juste avant, c'est très bien. Hein. Il va vous falloir, je sais pas moi, peut-être 7 à 8 minutes pour recopier ça, c'est pas long. Hein. Et il vous reste 5 bonnes minutes pour tout relire, de sorte que vous serez pile dans les 3 heures, mais que vous aurez eu le temps à chaque fois de vous relire et de faire quelque chose de tout propre. Voilà. On a peut-être le temps encore pour 1 ou 2 questions, s'il y en a.
Apparemment, il n'y en a plus. L'un d'entre vous, Arthur, demandait s'il est possible de faire un résumé. Alors Arthur, c'est encore mieux qu'un résumé, ce qu'on vous propose, puisque vous venez d'arriver. Vous aurez la possibilité de revoir l'ensemble de cette vidéo sur le site Ecricom. Donc vous n'aurez même pas besoin que je vous propose un résumé, vous aurez la version intégrale. L'un d'entre vous demande si pour la synthèse il faut toujours mettre une barre tous les 50 mots. En tout cas, dans mon souvenir, ça a toujours été le cas. Je vais juste vérifier avec vous dans les consignes si ça a changé, mais je ne crois pas. Le titre, oui, pour moi on met une double barre, tous les 50 mots, sauf changement extrêmement récent du concours. Vous indiquez le nombre de mots à la fin, donc le décompte total du nombre de mots, et tous les 50 mots, vous êtes censé mettre 2 traits à la fois dans le texte et sur le côté de votre texte. Je lis 2 traits, donc double slash, cette marque sera répercutée dans la marge. Voilà, donc ceci en principe n'a pas changé. Peut-être le temps d'une dernière question. Si l'un d'entre vous veut profiter de ce live pour la poser, il nous reste quelques minutes. Bon, bah écoutez, c'est que j'ai dû être clair. En tout cas, je vais l'imaginer, ce sera rassurant. Donc surtout, entraînez-vous, c'est la meilleure manière de réussir ce genre de concours. Et dites-vous que c'est un concours exigeant, mais pour des écoles elles-mêmes qui le sont, donc vous aurez tout avantage à bien vous préparer. Une dernière question qui m'est posée, y a-t-il des conseils pour compter les mots rapidement? Pour compter les mots rapidement, non, je ne vois pas de conseils à vous donner. Le seul conseil, et c'est ce qui vous est donné dans les consignes, c'est de ne pas vous tromper sur ce qu'on appelle un mot, et on vous donne un exemple, c'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a des traits d'union que ça compte pour un seul mot. On a C', un mot, même si c'est une lettre, bah, tant pis, c'est un mot, et A et dire. Ça vaut 4 mots. Donc c'est pas du tout relatif à la longueur des mots. Anticonstitutionnellement, qui, vous le savez, est le mot le plus long de la langue française, et bah ça compte pour un mot quand même. Voilà. La ponctuation ne compte pas pour un mot, évidemment, mais c'est la seule chose. Donc non, je ne vois pas de façon de compter rapidement le nombre de mots. Désolé, vous serez obligé de vous y coller patiemment. Voilà, est-ce qu'il y aurait une toute dernière question? Bah écoutez, on va peut-être s'arrêter là. Je vous remercie tous d'avoir bien suivi ce live. Je vous rappelle tout l'intérêt qu'il y a à profiter du sujet qui vient d'être mis sur le site Ecricom, sur le hub, à le préparer chez vous et à vous rendre au rendez-vous qu'on vous propose le 7 mars. Je vous remets l'adresse à laquelle vous pouvez envoyer votre copie pour bénéficier d'une correction. C'est quelque chose d'assez nouveau et j'espère que vous trouverez ça plutôt confortable et agréable. Bonne chance à tous, bon courage pour votre préparation et peut-être à une prochaine fois.